Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la 7ème illusion, je suis Albator, et je ne suis pas seul aujourd'hui puisque je suis accompagné de Tutorioe, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Eh ben ça va très bien aussi. Alors, aujourd'hui nous sommes dans une rétro, sur le dernier film il me semble de Sergio Leone, Il Ouais, était son une fois en dernier. Amérique, ouais, C'est ça. son chant du cygne, avec Robert De Niro et James Woods, mais aussi Elizabeth McGovern. Alors, pour resituer un petit peu, nous sommes à New York, à la fin de la Prohibition. Noodle se réfugie dans une fumerie d'opium après un coup qui a mal tourné. Plus de 30 ans plus tard, il est de retour en ville et se remémore son passé de gangster, de sa jeunesse de voyou dans les années 20, marquée par sa rencontre avec son ami Max et leurs nombreux trafics dans le ghetto juif de la ville, jusqu'à la période de Prohibition où leur bande, liée par une profonde amitié, s'enrichit et marque son ascension dans la pègre grâce au commerce illégal d'alcool. Noodle se rappelle aussi de sa relation amoureuse échouée avec Déborah durant toute sa vie, une œuvre crépusculaire, dense et sublime. Ultime volet donc de la trilogie de Sergio Leone, qui comprend Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois la Révolution, il me semble, si Ouais, je ne c'est dis ça. pas trop de conneries. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, s'il te plaît? Bah déjà, alors c'est un film évidemment, c'est un film que j'ai regardé moi pour la première fois quand je débutais vraiment ma cinéphilie, que je rentrais vraiment dans un dans le monde cinéphile de regarder vraiment des grands films, etc. Évidemment, c'est une énorme claque. Tu te prends ça alors que t'as pas une culture beaucoup plus petite. Enfin, du moins, c'était le cas pour moi à l'époque où je l'ai vu. Et bah, une claque immense. Enfin, fantastique film, casting fantastique. Et puis surtout, Sergio Leone, qui est moi un réalisateur que j'ai énormément apprécié, qui fait sûrement partie de mes réalisateurs préférés, qui ici achève une carrière pas si longue parce que finalement il a fait que 7 films, alors 8 films en tout si on prend en compte le fait qu'il a fait une co-réalisation, mais en soi il a fait 7 films qui sont incroyables, sauf son premier qui était plus un film de studio, mais sinon c'est 6 films impressionnants et cultissimes les uns que les autres. Eh ben, moi, je t'avoue que Sergio Leone, c'est pas du tout le réalisateur que je connais plus. J'ai pas encore vu sa trilogie du dollar, du moins j'ai pas eu l'occasion. Et j'ai récemment découvert son Il était une fois dans l'Ouest, Ouais, que j'ai adoré, franchement. ouais, C'est super. aussi l'un de mes films préférés. Mais j'ai vraiment commencé également avec Il était une fois en Amérique. Et je sais que c'est un gros mot, ce que je vais dire, mais je le pense très fort et je m'en fous. Pour moi, je pense qu'il était une fois en Amérique est un film parfait. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je- Là-dessus, il y j'ai a une- toujours dit que ce film je le considère comme un film parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, pour moi, c'est une très belle définition de ce qu'est le cinéma et c'est un film qui peut servir à parler justement de ce réalisateur Mhm. totalement légendaire qu'est Léon, puisqu'ici, dans un récit de 4 heures, il parle de l'Amérique, de sa période dans les années, dans le début des années, dans le début Les du années dernier 20. siècle. Ouais, voilà, même C'est pas. ça, début du dernier siècle, ouais, exactement. Ouais, du début du dernier siècle jusqu'à un moment où l'Amérique se transforme. Donc on aura tout ce récit sur le temps avec Ouais. ce transformement à la fois des personnages qui se sont métamorphosés, hein, comme on le voit durant tout le film. Si on, par exemple, on va prendre Max, dont j'ai parlé dans le synopsis, si on prend Max au début du film et à la fin, c'est une évolution assez extraordinaire. C'est vraiment Léon qui parle de cette élévation sociale, de comment ces 4 personnages sont sortis de la misère qui était, je crois, Mhm. Brooklyn C'est durant. Brooklyn, ouais. Alors c'est plus East Side. Mm, C'est un quartier américain donc qui était très juif. Et c'est là où ils viennent, mais qui étaient très pauvres effectivement, et qui dépeint très bien d'ailleurs, hein. oui, Quand on arrive pour la première fois dans ce quartier où ils sortent avec du ce bar le magnifique Joe, accent. c'est un plan travelling qui part en arrière et qui montre justement cette foule de Oui, gens, etc. Et un peu cette magouille qui règne un peu entre flics et jeunes de la rue qui magouillent justement pour essayer de s'en sortir dans cette vie compliquée. mais en parlant justement, tu as commencé à parler de ce travelling arrière Mhm. que je trouve magnifique, hein. La transition juste avant, je pense que c'est
l'une des plus belles transitions que j'ai vues dans ma vie hein, au cinéma. Mais pour parler des plans, je trouve que Sergio Leone ici, il signe un film où on peut faire une analyse de chaque plan, puisque Ouais. chaque plan veut dire quelque chose de différent. Bah oui, Toutes les Tonino, images sont des... réfléchies. Pardon, vas-y. Bah, je voulais juste dire que toutes les images sont réfléchies. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout ici transpire bah, un principe que Cronenberg, dans une interview, a parlé, c'est que ton image pardon, doit avoir un sens, elle doit transmettre une idée. Et bah, Léon le fait parfaitement ici. Ouais. On a 4 heures de film, et ces 4 heures sont remplies à ras-bord de plein de messages. C'est Mm. waouh! Puis au-delà même l'aspect, enfin, les plans sont originaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment non seulement il dit quelque chose, mais il le dit bien, d'une manière originale, d'une manière qui a du sens et qui n'est pas vraiment revu, ou du moins il a inspiré beaucoup. Et les plans sont esthétiques, hein. Tonino Delicoli, qui est le chef op, enfin directeur de la lumière et enfin directeur de la photographie pardon, qui est quand même quelqu'un qui a travaillé pour notamment Pasolini ou en général même pour Le Bon, la Brûlée, le Truand de Sergio Leone et Toute une fois dans l'Ouest, donc disons les 3 plus grands films de Sergio Leone. Il a travaillé sur plein d'autres choses aussi, c'est un très grand directeur de la photographie. Il signe ici une vision vraiment très très belle. Il y a un peu cet aspect de, disons, les photographies des années 20 avec cet aspect où la lumière un peu transpire. Vient transpirer sur le reste, sur le décor. Et là, on retrouve en fait cette photographie pour nous plonger vraiment dans ces moments des années 20. Ça va au-delà même du décor, en fait, l'ambiance. Tout ça, c'est vraiment très bien fait. Et Sergio Leone a réussi à compacter tout ça, que ce soit donc les décors, les costumes, sa photographie, bien évidemment, pour réussir à nous immerger dans ce monde-là. Et même dans les parties qui revient. Donc, globalement, il y a le film est découpé en trois parties qui elles-mêmes sont mélangées entre elles, mais disons 3 timelines. Il y a la timeline donc des années 80, enfin plus 70-80 je crois, donc un peu à l'heure d'aujourd'hui, enfin du moins à l'heure où se passait le film. La partie qui se passe dans le tout début des années 10, si ce n'est même plutôt année 0, tout début première décennie du XXe siècle, et la décennie plutôt prohibition, donc années 20, 30, etc., où la majeure partie du film va se passer. Et ces 3 séquences-là s'enchaînent parfaitement. C'est les phases, la première phase où on voit que on passe du moment des années 80 au début du XXe siècle, se fait par ce magnifique regard qui est maintenant devenu cultissime d'ailleurs, le regard de Robert De Niro sur Le hasard. Connelly Ouais. via cette porte. Donc c'est déjà le regard est très intéressant dans ce film, et notamment chez Sergio Leone en général. Il y a un truc chez le regard qu'il affectionne tout particulièrement, et c'est très subtil, c'est très bien amené, c'est très beau, c'est très poétique. Oui, bah oui. Bah, Sergio Leone, c'est vraiment quelqu'un qui utilise les très gros plans, et là, il utilise vraiment, bah, justement dans l'extrait dont tu parles, il utilise vraiment pour montrer les émotions d'un vieux Robert De Niro qui repense à son passé. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots, c'est quelque chose de très fort. Et en parlant de la photographie, bah, je pense que tu as pu le remarquer, il y a toute une évolution sur la couleur. Oui, C'est-à-dire que dans le début du XXe siècle, on a une image assez jaunie, assez terne, oui, qui va disparaître au fur et à mesure du film. complètement. C'est Oui. Moi, j'ai remarqué ça, j'ai fait waouh. C'est je... Quand j'ai remarqué vraiment, ça m'a fait un truc. Et aussi, je trouve, alors déjà, ma partie préférée pour moi, c'est la partie enfant. Et il y a un truc Mhm. qui rend bien, c'est l'architecture justement de ce East Side de Brooklyn, avec ces bâtiments extrêmement grands comparés à cette belle troupe d'enfants. Comme le montre juste le plan le plus connu du film, hein, quand Qui est on voit, l'affiche d'ailleurs, ouais. oui, voilà l'affiche où les enfants passent devant le pont Brooklyn. On voit l'immensité de ce monde, et où
face justement à ces enfants qui, bah oui, ne sont que des enfants, ils pensent être justement des, des gangsters, des vraies têtes d'affiche, mais il y a un truc dans l'architecture même de New York qui leur fait dire que bah non, ils se... et c'est que ensuite, quand on rentrera dans la prohibition, que justement ils se confondent aussi avec ce décor. C'est ça. Léon utilise vraiment tout ce New York d'époque pour parler en fait de l'Amérique. Il parle de la pauvreté durant toute sa Oui. première partie, de comment c'est la bande de Noodles essaie de se sortir de la galère, d'avoir un petit peu d'argent, à un moment, d'avoir leur première relation sexuelle, etc. Ils essaient vraiment de s'en sortir pour qu'après, on puisse comparer cette vision-là à tout l'empire qui va se créer, tout cette mafia qui va se faire grâce justement à cette prohibition. Mhm. Mais je vais pas en dire trop maintenant parce que on n'est pas en partie spoiler qui va arriver. Mais oui, Mais complètement. Puis de toute façon aussi le film est avec un casting assez fou, hein, parce que tous ces personnages-là existent de par évidemment leur écriture, leur direction d'acteur, mais bien évidemment parce qu'ils sont incarnés par un casting 5 étoiles. Là, vraiment, encore une fois, c'est Robert De Niro, James Wood, Treat Williams aussi qu'on va voir un peu plus tard, Joe Pesci, Burt Young, alors Jennifer Connelly qui était de là toute jeune, et Elizabeth McGovern qui on va beaucoup moins voir d'ailleurs. C'est vrai que c'est une actrice qui est un peu oubliée aujourd'hui, alors qu'elle est pas si vieille que ça, hein, dans la soixantaine. Mais tous ces gens-là sont des grands acteurs qui comprennent leur rôle, qui vraiment qui jouent à la perfection. Le duo Robert De Niro, James Wood, c'est, enfin encore une fois, Robert De Niro, de toute façon on le présente plus, c'est devenu normal de dire que c'est le plus grand acteur sûrement de tous les temps, de sa génération en moins. Et même James Wood, qui est un acteur qui est assez oublié, mais oui, qui reste quand même très bien, que ce soit dans Casino, dans Vidéodrome aussi. C'est un acteur que moi j'apprécie aussi beaucoup. Et deux acteurs d'ailleurs qui sont un peu à des opposés dans leur façon de travailler, parce que comment James Wood lui vient un peu de l'ancienne école, c'est-à-dire c'est très de l'instinctif. Il joue sur le moment, il joue ce qu'il doit jouer, et il apprend son texte. Il est moins dans l'incarnation que Robert De Niro, qui lui va venir donc de l'acting. De l'acteur l'acting school, studio. merci, de l'acteur studio. Il est de l'école de Montgomery Clift, etc. Et c'est un truc d'ailleurs qui a beaucoup énervé James Wood sur le tournage, parce que Robert De Niro il des plombes à, à mettre sa scène, parce que il incarnait, il essayait de comprendre son personnage, elle l'incarnait, etc. Il se mettait vraiment à fond, etc. Donc c'est deux visions de travail différentes, mais qui marchent quand même. Et d'ailleurs c'est marrant parce que deux visions qui se montent aussi dans le film. Les deux personnages ont deux visions un peu différentes. Au tout début, c'est quand même des ennemis qui, face à l'adversité, donc en l'occurrence ici la police et l'ordre, deviennent amis, parce qu'ils sont comme ça. De base, c'était quand même, alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 minutes, je crois, dans le film, mais ils se détestent, ils s'aiment pas du tout. Ouais. C'est un conflit qui vient, un conflit qui est résolu parce qu'ils doivent s'entraider pour un ennemi commun qui est donc, comme j'ai dit, la police et l'ordre. Oui. Et qui, après donc dans la prohibition. Alors, on va rentrer dans la partie spoil maintenant parce que sinon ça va un peu déranger. Donc oui, dans la partie prohibition, on voit que il y a justement cette différence entre ces deux acteurs dans la mesure où Robert De Niro joue Noodles, qui est beaucoup plus axé sur ses sentiments, sur son amour pour Deborah que James Wood, donc Max déteste. Et ces deux personnages s'opposent aussi dans leurs ambitions, comme on peut voir vraiment plutôt vers la fin du film, on voit que Max veut être, je vais dire, à la tête de New York, être vraiment à la tête d'un empire, alors que Noodles, lui, est beaucoup plus humble, Mhm. est content de ce qu'il a, et il veut garder ce business qui marche, alors que donc Max, son projet fou est de cambrioler une banque qui est une véritable forteresse, là où Noodles dit que non, ça sert à rien, gros. Euh, c'est donc une opposition d'acteurs, mais aussi de personnages qui donc passent, comme tu l'as dit, d'ennemis à amis, mais qui vont
passer d'amis à ennemis, même rivaux Mhm. dans leur mesure du succès. Ça rejoint la thématique du temps qui est propice au film. Donc, trois périodes, trois stades d'amitié, on va dire, trois Mhm. relations. Oui, C'est c'est magistral et puis voilà, c'est même très bien écrit parce qu'aussi on a alors le livre de base est un livre donc c'est une véritable histoire de base que Sergio Leone a beaucoup aimé d'un véritable gangster, mais au final du livre il n'a gardé plutôt que la partie de l'enfance, le reste est beaucoup plus imagé et qui a quasiment rien à voir avec le livre, il a gardé très peu de choses. Euh, mais on a quelque chose aussi, on est face à des personnages aussi qui sont immoraux au-delà même du fait de tuer, de braquer, voilà, d'être des truands pour qui on pourrait avoir limite une petite attache parce que voler aux riches, etc. Même tuer, ça dépend. Voilà, peut se dire dans certains films de gangsters, c'est souvent fait. Oui, mais si c'est tuer la pègre locale, etc. Sauf que là, on a face à même à des scènes d'une violence extrême, une scène de viol notamment dans leur premier casse, si je me trompe pas, une fois qu'ils sont ouais. revenus, enfin une fois que Noodles est sorti de prison juste après avoir tué un gang rival alors qu'il était jeune. Donc on va rentrer dans la deuxième partie, dans la partie des années 20 de la Prohibition. Donc on va voir une scène de viol, même voire plusieurs d'ailleurs. Donc nous spectateurs, on est en face d'une sorte d'anti-héros par nature, de quelqu'un que la caméra suit, que l'histoire suit. Donc on a envie de s'y attacher, mais en même temps la moralité fait que on n'a pas envie parce que voir quelqu'un violer, bien évidemment, moi je n'ai pas envie Pas d'être bien. ami avec lui. Euh, donc Sergio Leone ne brosse pas dans le sens du poil le spectateur, il le met dans une sorte de d'immoralité, d'immoralité, parce que ouais, mais je suis en train d'apprécier de prendre à partie quelqu'un pour qui je n'ai pas forcément d'attendrissement, parce que quelqu'un fait ça dans la vraie vie, je le déteste. Donc le spectateur, lui, est complètement troublé. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Entre haine et amour de ce personnage, parce que j'ai quelque chose à faire de ce qui devient. Parce qu'en 4 heures, on a le temps de s'attacher au personnage. D'ailleurs, ce qui fait que moi, à la fin du film, j'ai eu un peu une sorte de vide qui s'est créé. Parce que je sais pas si tu as ressenti ça toi aussi, Albator, mais ce côté où putain, ces personnages-là, je ne les verrai plus parce que il y a pas de deux, il y a pas de, il y a pas de Oui. suite, et ça me manque un peu parce que c'est 4 heures où tu restes avec des personnages extrêmement attachants, bien écrits, très bien interprétés, et j'ai envie de continuer dans un sens. Et puis en plus, ça se termine d'une manière assez terrible. Comment faire pour les retrouver? Donc un peu à la manière d'une série finalement. Mais déjà, avant même les 2 heures du film, on perd un personnage Oui. qui est vraiment un enfant pour le coup. C'est même pas Ouais. un préadolescent, c'est un enfant pour qui cette empathie et c'était déjà créé. Donc ça, Julian, il introduit le fait que bah on va perdre des gens. C'est dans une histoire pareille, on perd des gens. Mais oui, comme tu l'as dit, l'empathie pour Noodle, elle est assez compliquée, surtout dans sa relation avec Déborah, Mhm. puisque cette relation au début, elle est assez touchante, elle est belle, puisque c'est un Roméo et Juliette où Noodle doit faire le choix entre cet amour ou sa vie de gangster auprès de Max. Mais même s'il veut y renoncer, il peut pas, puisque ce, cette partie criminelle le rattrapera toujours. Puis justement, cette partie criminelle, elle le rattrape, elle le change, comme le montre cette scène de viol où on sait qu'il est amoureux, mais il la viole quand même. C'est terrible. Du coup, oui, euh, l'empathie pour les personnages est très compliquée. Au début, on n'a aucune empathie pour Max. Ensuite, on en développe. Ensuite, c- cette empathie se met en danger. Sergio Leone joue avec son spectateur en fait. Il Mhm. joue avec nos émotions. C'est- je le déteste. Oui, c'est ça. Ouais. Puis en plus, c'est moi la première scène du viol est très impactant parce que elle a elle est montrée comme horrible parce que voilà, une caméra lente. Parce qu'en plus Sergio Leone lui a une caméra, il prend son temps, c'est ce que j'aime beaucoup parce que à l'inverse, par exemple d'un des Affranchis qui dure lui aussi très longtemps, je crois qu'il a duré dans les 3 heures, 3 heures et demie, un truc comme ça. Je sais plus du tout. Mais il doit durer un certain nombre de temps. Une critique que j'ai souvent entendue d'ailleurs de ce film, c'est que Il y a sur ça trop ne de viol. s'arrête jamais, ça parle beaucoup. Là où par exemple Once Upon a Time in America prend énormément de temps
Euh, énormément de silence. Hein, c'est voilà, les scènes de dialogue sont, quand il y en a, elles sont remplies, elles sont riches, mais il y a beaucoup de temps de latence, de moments de respiration, etc. Et notamment cette scène où on voit un chant contre chant, donc le chant sur la scène de viol avec Robert De Niro et le contre-chant avec James Wood, qui lui reste tétanisé face à alors tétanisé ou peut-être pas, parce qu'il y a aussi un peu cette le regard est intéressant parce que juste là, là en plus on a que son regard, sachant qu'il est masqué. Et c'est un plan en plus qui est c'est un gros plan qui a sur James Wood, ce sorte on pourrait interpréter ça entre une sorte de tétanisé d'horreur et en même temps bah, c'est comme ça, c'est la vie de gangster et en même temps mais qu'est-ce qu'on est devenu, repenser peut-être à l'époque où ils étaient jeunes et insouciants, où ils n'allaient pas jusqu'à à faire de telles atrocités. Donc c'est ces moments-là où vraiment, et là on se dit, mais finalement, mais qui je suis en train de suivre? Quel personnage immonde et immoraux suis-je en train de suivre? Il tue des gens sur un coup de tête. Ils le mélangent, par exemple, à un moment, il y a une scène où ils mélangent des bébés, etc. Donc, qui Oh là est là. vraiment, qui est ignoble parce que c'est pour se venger, ou je sais plus exactement, c'était aussi pour se venger, je C'est, crois, du flic. oui, c'était pour à la fois se venger et payer le flic, C'est justement, ça, ouais. pour ne plus avoir de problème avec. Ah, c'est ça. Donc c'est que des moments comme ça qui sont immoraux. D'ailleurs, de Danny Aiello qui joue le flic, justement, qui est pareil, grand acteur. Euh, mais en même temps, voilà, effectivement, on est sur des personnages avec qui on a une attache, parce qu'évidemment, pendant 4 heures, on n'a que ça à faire de s'attacher à eux, parce qu'on les suit constamment, puis on suit leur vie. Donc c'est un peu à la manière d'une série, on s'attache à des personnages. Moi, je trouve que c'est brillantissime, parce que voilà, il me caresse pas dans le sens du poil, il me fait réfléchir sur moi-même, et même sur l'anti-héros, la figure de l'anti-héros américain par excellence, parce que comme beaucoup de films de gangsters, notamment de cette époque-là, des années 60, 70, 80, ça va être l'anti-rêve américain. C'est la cassure du rêve américain. Regardez, les États-Unis ne sont pas le plus beau pays comme on le pense, et non, ce n'est pas facile de. Enfin, tel Icar, on peut se brûler les ailes. D'ailleurs, c'est un peu une sorte de. C'est aussi un rise and fall à la manière de Scorsese, la montée très vite pour ensuite la chute, enfin la montée très lente plutôt pour la chute rapide, et de tout perdre d'un coup parce qu'on a fait le moment de trop, parce qu'on s'est brûlé les ailes. Et même aussi, ils perdent tout juste avec une seule loi. D'un seul coup, tout leur Ouais. business sur la prohibition, en un claquement de doigts, tout est perdu. Et ils apprennent ça de la pire des manières. C'est juste avec une nouvelle au journal. Noodles qui dit juste, bon, bah on est pauvre, Ouais, comme ça. Donc, oui, comme tu disais, c'est vraiment un film où on a une montée lente. La partie enfant, elle dure plus d'1 heure. On a toute une montée, justement, pendant la prohibition, où ils prennent de la place, ils commencent à corrompre des politiques, etc. Tout ça, pour perdre tout ce qu'ils ont gagné en un instant, pour après avoir cette tentative désespérée de Max de tout regagner, déjà en Mm. faisant du business avec des politiques. Comme on va le voir à la fin, ça va le brûler les ailes. Il en est contraint à essayer de mourir, ce qui ne marche pas comme il aurait voulu. Et on a Noodles qui comprend que c'est la merde et il décide de vendre tous ses potes qui, bah, comme la scène du braquage qui se passe hors champ, se déroule en une fraction de seconde où tous ses potes Ouais. meurent assez rapidement. C'est un film qui joue vraiment avec le temps à la fois en matière de thématique, mais aussi avec le temps du film. C'est fascinant. C'est une maîtrise Ouais. totale en fait. C'est ça. Puis ça nous fait réfléchir aussi sur nous, notre conception du temps, etc. D'ailleurs, la première, c'est pour marquer justement le temps, la première phrase que Robert De Niro dit quand il rentre Oui. dans le bar Moe's, tout début du film, donc dans les années à peu près 70-80, c'est: j'ai gardé les clés de l'horloge. Donc lui-même est gardien du temps.
Il a gardé le temps avec lui. Il en a la clé, la clé de l'horloge, qui elle n'affiche plus le temps, et que Mo va devoir réactiver lui-même. Donc ce bar iconique, hein, qui a traversé les générations et qui n'a pas bougé, lui, voilà, gardien du temps, un peu référence dans le temps. Robert De Niro d'ailleurs, quand il arrive pour la première fois au tout début du film dans sa ville natale, donc New York, et dans son quartier emblématique, première chose qu'il voit, c'est évidemment la reconstruction, un changement complet. Et quand il arrive à la gare, il y a un magnifique fondu enchaîné entre la ville de l'époque, donc son époque à lui qu'il a connu en étant jeune, et complètement changé avec la ville actuelle, donc quasiment le même plan, le même cadre, mais avec la ville complètement changée à l'heure actuelle. On le voit aussi d'ailleurs arriver devant le cimetière, donc pareil, cimetière, la mort, la vie, le temps qui passe, qui lui aussi est complètement en train de changer d'ailleurs. Il est en train d'être enlevé, je crois, ou être détruit, les pierres tombales s'enlèvent, et les deux, il y a un plan où les deux sont dans le champ, mais jamais avec la même focale. C'est-à-dire que la focale, elle, va changer, euh, mais ils seront jamais ensemble. Ils seront jamais, le point ne sera jamais fait sur les deux ensemble. Ce sera toujours d'abord le cimetière et après Robert De Niro, comme si le décalage s'est fait. Genre De Niro est en décalage avec sa ville, avec son passé. Mais aussi, justement, tu parles de comment est montré New York dans les années 60-70. Et la transition entre cette partie-là et la partie enfant Mhm. montre quasi la même rue, mais sous deux angles différents pour montrer cette rupture entre deux époques totalement différentes, deux cultures différentes. C'est une culture qui s'envole en réalité, puisque Mhm. là, on a montré justement ce cimetière en train de se faire, se faire racheter, C'est ça. oui, voilà, se faire détruire. Et d'un côté, on a toute cette culture juive qui apparaît d'un seul coup avec le travelling arrière dont tu as parlé au tout Ouais. début, je m'en souviens. Oui, c'est ce travail de transition-là, il est apparent dans tout le film. Il est aussi Mhm. apparent quand Noodle sort de prison. Quand il Ouais. entre, on voit que derrière ses potes, il y a un immense mur en briques, et quand il sort, ce mur disparaît. Il laisse un terrain vague. Comme Mhm. si, bah, déjà, du moment où il était en prison jusqu'à sa sortie, il y a eu un truc où le personnage ainsi que New York en lui-même change. C'est Léon qui témoigne du temps qui passe, du, de cette disparition et de cette apparition de nouvelles choses dans la vie de ces gens-là. C'est vraiment beau. C'est très beau, ouais, effectivement. Donc un film vraiment maîtrisé de bout à bout, que ce soit à la photographie, dans les acting, même dans le découpage, dans la musique aussi. Hein. Ennio Morricone a fait un magnifique BO, même l'une des plus cultes du cinéma. Hein. Le nombre de musiques qui ont été faites et qui sont encore ancrées dans la mémoire des gens est assez impressionnante. Bah, Euh, pour en parler, je pense, moi qui ne remarque pas vraiment la musique de film, mm, celle-là, elle est dans mon cœur, à tout jamais. C'est une musique qui me fait monter les larmes. J'ai oui, jamais écouté quelque chose d'aussi beau dans une musique de film. bah ouais, J'admire magnifique. vraiment ce travail-là. Je, j'aimerais l'écouter jusqu'à la fin de mes jours. Ah oui. Ce thème m'emplit à la fois de bonheur, de nostalgie, de mélancolie. C'est complexe mais extrêmement beau. Je l'adore, tout simplement. Mais je suis très d'accord avec toi. Puis même aussi, au-delà même de la musique, le montage, hein, parce que évidemment la musique est accompagnée de son montage avec ses images. C'est et pareil. Donc là, c'est Nino Baragli qui a fait le montage. Pareil, italien, qui a aussi travaillé beaucoup avec Pasolini et avec Sergio Leone, pas pour la troisième fois, pardon, quatrième fois, pardon, excusez-moi. Qui pareil, qui l'a signé un montage. Genre, toutes les scènes sont extrêmement bien montées. Euh, c'est euh, c'est à la fois dynamique et en même temps ça laisse respirer. On s'ennuie jamais. Enfin, c'est d'une beauté. Il laisse respirer et en même temps les scènes d'action aussi sont très bien faites. Moi je trouve ça. C'est pareil, C'est c'est grandiose à tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau, je trouve. C'est pour ça que on dit tous les deux que c'est un film parfait, parce que moi je n'ai aucun reproche à faire à ce film. Moi non plus, hein. Sur un film de 4 heures, c'est fou d'avoir un rythme pareil, de te prendre par le callback et de te ramener.
pendant 4 heures sur toute cette histoire-là, c'est purement, ça montre un talent en fait. Ça montre un talent certain de Léon et de toute cette équipe qui se retrouve avec ce film à être une sorte d'incarnation de ce talent. Moi, je suis tombé amoureux de ce film en fait. À son premier Mm. visionnage, j'ai été transcendé. Et même maintenant, donc pour préparer cette rétro, je l'ai revu et je me suis posé la question de est-ce que j'avais déjà vu un film pareil dans ma vie? Bah, pour moi, c'est un film qui est assez unique et incroyablement beau. Je pourrais m'en enivrer pendant toute la journée de ce Il était une fois en Amérique. C'est purement parfait. Désolé, Je, c'est je parfait. suis, je suis bien d'accord avec toi. T'as des trucs à rajouter ou pas? En vrai, non, je pense pas. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis durant toute cette petite rétro Merci bien. sur ce grand film qui nous touche tous les deux. Ouais. Vous pouvez retrouver cette illusion sur Twitter, sur Instagram et sur notre site où on publie assez fréquemment des reviews, des interviews de cinéastes, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tous au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous bisous.